Bonsoir à toutes et tous, soyez les bienvenus dans la traditionnelle heure de jeu qui clôt chaque week-end de Super League. Vous aviez piscine hier et une invitation chez la belle famille cet après-midi, aucun problème. On s'occupe de tout pour que vous puissiez avoir connaissance de l'essentiel de cette journée de championnat. On retiendra évidemment avant tout l'autogol de Naetske sur la pelouse du Parc Saint-Jacques dans la partie de Sion face à Bâle, le défenseur brésilien qui offre la victoire au FC Bâle alors que les Sédunois semblaient avoir pris l'ascendant dans cette partie après le doublé de Roberts Uldrikis. Les Valaisans qui peuvent nourrir des regrets après la bonne prestation livrée. Vous reverrez évidemment dans cette émission tous les buts inscrits durant le week-end. On fera également le point sur les performances des équipes romandes en Challenge League. Et puis, vous découvrirez un reportage en immersion avec l'arbitre international Lionel Tchoudi. Voilà pour le programme de cette émission que nous passons aux côtés de Sébastien Pache, notre consultant. Bonsoir. Bonsoir Elodie. Merci d'être avec nous. Loïc Refait pour la rédaction de Téléclub. Bonsoir Loïc. Bonsoir Elodie. Bonsoir. Et puis notre invité, Pierluigi Tami, bonsoir. Bonsoir à vous. Merci d'être venu jusqu'à nous depuis Locarno, vous qui avez été élu entraîneur de l'année en 2011, en 2015, ex-coach de Lugano, de Grasshopper, sélectionneur de l'équipe suisse DM21, finaliste à l'Euro 2011, qualifié pour les JO 2012. Vous suivez toujours, on imagine, de près le championnat suisse. Est-ce qu'il y a une équipe qui s'illustre particulièrement à vos yeux sur ces 4 premières journées ? Oui, bien sûr, on va suivre le championnat. Bonsoir de ma part. Qui s'illustre, pour moi, c'est vraiment Sion. C'est dommage que ce soir n'a pas réussi à faire un résultat positif parce que les performances de Sion, pour le moment, c'est vraiment à l'auteur. Bâle, comme a été dit, c'est pas le meilleur Bâle, c'est pas qu'il joue bien, mais quand une équipe joue mal et gagne, il peut encore devenir dangereux. Même si je vois IB encore cette année, comme l'année passée, vraiment plus haut de tout le monde. On va vous faire réagir, évidemment, Pierluigi Tami, sur les performances des clubs suisses tout au long de cette émission. On va s'intéresser, pour commencer, à vos 2 anciens clubs, puisque le FC Lugano, que vous avez dirigé jusqu'en avril dernier, recevait Getse, que vous avez coaché plus de 2 ans. Ça se passait hier soir du côté du Cornaredo, alors que Thorsten Fink et Grasshopper étaient vraiment sous pression avant cette partie, avec 0 points en 3 rencontres. Les Uriquois n'ont rien montré en première période. On va tout de suite entrer à la 23e minute, avec Lugano qui se procure une première occasion, la passe de Marciangelo pour Carlinhos, une frappe repoussée par Lindner sur Salat, ballon dégagé par la nouvelle recrue de Getse, Nathan. Le portier des Sauterelles qui va être obligé de sortir et de commettre la faute sur Sissay à la 34e minute, une faute sifflée par Monsieur Tchoudi, penalty transformé par l'attaquant luganais qui se fait justice lui-même, avantage aux Tessinois à la mi-temps. Et puis après le thé, on va découvrir que les hommes de Guillermo Abascal vont penser avoir fait le plus dur avec ce buteur, justement, Hassan Sissay, à la finition, après un long ballon de son capitaine Sabatini. Sissay qui n'aura juste qu'à le pousser au fond. C'est le 2-0 pour Lugano. Et c'est en fin de période que Getse va enfin montrer une réaction avec un corner botté par Sigurd Johnson. Le défenseur Nathan, ex-servétien, s'élève au-dessus de tout le monde et peut tromper Baumann pour sa première titularisation avec la formation zurichoise. Enfin, dans les dernières secondes de jeu, c'est un copier-coller qui va permettre à Grasshopper d'arracher le nul, corner et un autre défenseur, Svetkovic cette fois-ci, pour le 2-2. Sébastien, même si Thorsten Fink n'explose pas de joie sur ce but, ce petit point fait quand même du bien aux techniciens allemands qui n'avaient encore rien décroché jusque-là. C'est vraiment le minimum qu'ils pouvaient espérer, en tout cas dans ce match. Et vraiment, on peut se poser la question, en tout cas du fond, des problèmes qu'a Getse actuellement à trouver une cohésion d'équipe et à se battre sur le terrain et à trouver des résultats. Vraiment, ils arrivent avec un match nul chanceux à la dernière minute sur un corner potentiellement où il n'y a pas corner. Donc une potentielle erreur arbitrale, si on peut l'exprimer ainsi. Donc Thorsten Fink, en tout cas, s'en sort très bien ce coup-ci. De l'autre côté, au niveau de Lugano, ils peuvent en tout cas être déçus de ce résultat. En tout cas, c'est l'impression que ça laisse donner. Pierluigi Tami, si on peut ressortir peut-être quelque chose de positif de Grasshopper sur ce match, c'est sa capacité à réagir, à montrer qu'il est encore vivant. Oui, mais c'était quand même inquiétant comme c'est venu ce point-là. Il faut se réjouir parce qu'ils ont ramassé un point, mais si on regarde la performance, c'est vraiment inquiétant du niveau de Getse actuellement. Je pense que c'est l'équipe que pour les premiers 4 matchs, c'est plus en difficulté.
Et hier, face à un Lugano que c'était pas extraordinaire, mais quand même Lugano qu'ils ont trouvé 2 buts, qu'ils ont essayé quand même plus de la victoire parce que quelques tirs de loin comme ça. Mais voir, même quand c'était 2-0, il n'y avait vraiment pas une réaction. Et heureusement, il arrive ces 2 corners qui peuvent marquer des buts. Mais c'est inquiétant quand même le niveau aujourd'hui. Comment vous expliquez justement cette fin de saison catastrophique de Grasshopper qui s'est sauvé de justesse alors que c'est quand même le club le plus titré de Suisse? Il y a un manque de stabilité. On a vu presque autant de présidents que d'entraîneurs sur ces 12 dernières années. Il y a quelque chose dans les coulisses qui ne fonctionne pas à Grasshopper à votre sens? Bon, il y a toujours beaucoup de changements à Getse. Il y a beaucoup des gens qui interviennent. Et puis, je pense que la balance entre expérience et jeunesse, il faut quand même avoir une équipe qui peut donner cette balance. Je suis d'accord de donner confiance aux jeunes, mais quand c'est trop. Si c'est jeune, il faut donner leur la possibilité de progresser, mais de leur donner le temps pour progresser. Et je pense qu'un jeune peut progresser quand il y a des résultats positifs. Et quand c'est en danger, aussi pour eux, c'est très, très difficile. Trop de jeunes, Sébastien Pache, peut-être pas assez d'argent aussi, on veut faire des économies? Je ne peux pas parler du budget de Getse, je ne suis pas compétent pour le faire. Je pense qu'en tout cas, Getse a autant d'argent, voire plus, que certains autres clubs en Suisse. Quand on pense à Neuchâtel Xamax, ou Thun, ou Lugano, ce sont aussi des budgets relativement limités. Donc, je ne pense pas que c'est la raison principale. Effectivement, ça joue un rôle, mais surtout de trouver cette trop de jeunes peut-être, mais surtout retrouver vraiment cette cohérence d'équipe. Et effectivement, quand on rentre dans une spirale négative de défaite, c'est compliqué pour un entraîneur de remettre tout ça, tout le monde dans les rails, et voilà, jusqu'à qu'il y ait un déclic. Alors le déclic, ça peut être malheureusement de temps en temps un changement d'entraîneur, c'est souvent le cas, en tout cas dans le football suisse, trop souvent peut-être, et voilà, pour l'instant, en tout cas, ils sont dans cette spirale négative. Affaire à suivre donc, les dirigeants zurichois auront-ils encore de la patience avec Thorsten Fink? Suite au prochain épisode. Dans l'autre rencontre d'hier soir, Loïc Refait, Neuchâtel Xamax s'est fait littéralement corriger par Thun à la Maladière. Oui, exactement. Les Neuchâtelois voulaient célébrer une première victoire à la Maladière lors de cette saison, et bien sûr pour leur retour en Super League. En aucun cas, ce ne fut proche d'arriver, et cela débute de la pire des manières pour les locaux. 2e minute de jeu, on va le voir. Tréon récupère et manque sa passe vers Camber qui arrive en retard sur Carlen. Il fait faute, penalty incontestable. Pour la première fois de la saison, Thun a l'occasion de mener au score. Spielmann va prendre ses responsabilités, c'est lancé, trompe Walter. C'est la douche froide sur la Maladière. Comme face à balle, les rouges et noirs vont devoir courir après le score. Puis Chemaili loupe son contrôle et tente de jouer avec son gardien, mais commet une bourde monumentale. C'est à la 23e minute. Sorgic centre au point de pénalty pour Spielmann. Sejmelovic met la main pour retarder l'échéance. Second pénalty pour Thun et carton rouge pour le défenseur central. On va revenir sur cette faute dans quelques instants. Marvin Spielmann, acte 2, cette fois c'est à gauche. Pour la 2e fois, c'est une erreur individuelle qui précipite Xamax dans une situation catastrophique. Sébastien Pache, la dérive de Xamax part de cette erreur individuelle et de ce carton rouge qui a eu de lourdes conséquences. Quel est le processus de décision quand on a sifflé ce type de main? Là, il y a eu carton rouge, on parle souvent de la double sanction. Comment est-ce qu'on établit sa décision? Oui, là c'est hyper simple, c'est extrêmement facile, c'est une main volontaire, comme on appelle ça sur la ligne de but pour éviter un but. Il n'y a aucune réflexion à avoir de la part de l'arbitre, il n'a qu'une seule décision à prendre, c'est pénalty et carton rouge. Donc dans ce cas-là, dans cette main-là, on voit bien qu'il y a un geste de la part du défenseur, c'est 100%, c'est archi clair pour l'arbitre. Donc le processus ici dans ce match est clair, ce qui n'est pas forcément le cas dans les matchs qu'on a vus aujourd'hui. Processus évident, on y reviendra bien sûr sur les autres matchs. Il y aura d'autres pénaltys à analyser, d'autres fautes de main. Journée particulièrement riche en pénalty. On se replonge tout de suite dans cette partie. 28e minute, on croit à un sursaut des locaux, des rouges et noirs. 28e minute, Nuzzolo presse Gelmi qui va de son erreur. Nuzzolo file vers le but et parvient à servir Gaëtan Carlen qui était supposé sortir. 2e passe décisive de Nuzzolo et 2e but de Carlen. Neuchâtel revient à une longueur. C'est le 6e but sur 7 encaissé par Thun lors de la première mi-temps cette saison. Mais juste avant la mi-temps, Sorgic se bat après un ballon hasardeux, on peut le dire, dans le dos de la défense. Gomez part son duel. Walter s'interpose une fois, Sorgic qui continue.
la défense neuchâteloise peut-être qui manque d'agressivité sur cette phase. On voit un Sorgic une première fois, une deuxième fois et une troisième fois. Cela paraît incroyable de manque d'efficacité défensive. El 4-1 intervient à la 51e minute. Spielmann dépose une pépite de centre sur la tête de son capitaine Denis Sediger. C'est presque trop facile pour les Bernois. Et le naufrage continue. Tossetti, entré en cours de jeu, déborde et centre pour Carlon. Sa reprise est déviée, on le voit. Les Xamax boit le calice jusqu'à Lali. Deuxième but de la saison pour Gaëtan Carlon. Soirée cauchemardesque pour les Neuchâtelois. Sébastien Pache avec cette suspension de Sejmenovic, la blessure de Djuric. On le voit, peut-être Djemaili pas encore forcément prêt sur la longueur pour ce type de match. Est-ce qu'il y a urgence côté Mercato pour les Neuchâtelois? Oui, Mercato, c'est un point, mais il y a urgence au niveau de leur défense dans son ensemble. C'est-à-dire, vous avez un problème effectivement au niveau de la défense centrale, effectivement avec un jeune qui débarque, qui effectivement était remplaçant en Challenge League l'année passée et qui se retrouve en poste de défenseur central, mais aussi les arrières latéraux ont des vrais problèmes, donc potentiellement aussi de temps en temps le gardien dans certaines phases. Donc vous avez une défense, des individualités qui sont pas bonnes du tout actuellement. En tout cas, c'est ce qu'ils ont montré ces 2 derniers matchs. Donc il y a urgence à ce que ces joueurs-là, en tout cas, prennent conscience de cet état de fait et se remettent en question pour passer au match d'après. Ce genre de match, effectivement, il faut en tirer les conséquences. Et les conséquences, c'est travailler, mais surtout savoir oublier aussi ce genre de match. Parce que là, effectivement, à partir de 3-1, 4-1, le match était terminé. Donc les derniers goals, on peut les oublier, mais les premiers, on ne peut pas les oublier. Donc il faut savoir tirer un trait, travailler pour essayer ensuite et recruter pour avoir ces différentes composantes qui vont faire que Xamax va retrouver une défense cohérente. Oublier ce type de match, on l'a vu, 2 lourdes défaites le week-end passé face à Sion, ce week-end. Pierluigi Tami, comment est-ce qu'on fait pour essayer de remettre un petit peu de sérénité dans sa défense concrètement quand on s'entraîne tous les jours, quand on a ces contacts avec les joueurs? Oui, bien sûr, mais c'est facile à dire, c'est difficile à faire parce que je pense que Xamax, il m'avait surpris son début de saison parce que c'est une équipe qui n'a pas changé. Il a pu profiter de ça, il se connaît bien. Il venait d'une saison, même 2 saisons d'euphorie, qu'il y avait presque seulement la victoire. Maintenant, tu commences à avoir la Super League. Qu'est-ce que c'est? Peut-être que certaines erreurs, ils ont toujours fait, mais il y avait pas, tu ne payais pas cash, il n'y avait pas un adversaire qui pouvait tout de suite profiter de ça. Là, c'est la Super League. Il faut retrouver une certaine sérénité parce que avec ce stress, parce que c'est des erreurs de stress, tu arrives de nulle part. Il faut vraiment retrouver un petit peu de sérénité, savoir que tu as des valeurs, savoir que la Super League, tu ne l'as pas rejoint pour cadeau, tu l'as rejoint parce que tu as des valeurs, et penser à tes valeurs et oublier ces erreurs-là. Quand on n'a pas connu 2 défaites de rang depuis 3 ans, comme c'est le cas avec Xamax, est-ce qu'il n'y a pas le risque d'avoir une spirale négative qui s'installe? Non, ça c'est le football. Il faut savoir qu'il faut repartir, penser au prochain match. Si on commence tout de suite à penser, les joueurs commencent à penser à ça, c'est le début de la fin. C'est vraiment regarder le prochain match, essayer de... Le football, c'est fait d'erreurs. Mais pensez, on doit faire de moins d'erreurs le prochain match. Pensez quand même à les valeurs que cette équipe a, les valeurs qu'ils ont montrées pendant 2 années en Challenge League, qu'ils ont montré aussi dans la phase de préparation à cette Super League. Ils ont fait des matchs amicaux où ils ont fait des résultats importants, le début. Quand ils jouent avec ça, sans ces pressions-là, avec la joie, tu revois un petit peu ces qualités-là et oublier tout de suite ce football. Il faut regarder en avant, pas en arrière. Vous ne pensez pas que Xamax est remis à sa place, que c'était un début justement un petit peu euphorique et puis que finalement c'est la loi pour un néo-promu qui n'a pas changé quasiment son équipe, hein. Bien sûr, c'est des joueurs expérimentés, mais quand on voit qu'il y a tellement de difficultés à trouver un défenseur en 2018, comment est-ce qu'on explique que ce soit une denrée aussi rare que ça? Oui, ils n'ont pas changé d'équipe, ils ont changé de catégorie. C'est ça le grand changement de Xamax. Et il faut faire un apprentissage, il faut apprendre. La valeur d'un joueur, ce n'est pas déterminé pour le bon match que tu fais ou les erreurs que tu fais. C'est la réaction que tu as après les défaites et c'est la continuité que tu es capable de donner à tes performances. Alors, c'est là que maintenant, tous les joueurs de Xamax, ils sont remis en question. On doit montrer qu'on mérite cette Super League. Je suis sûr qu'ils la méritent parce que tu ne domines pas un championnat de Challenge League.
comme ça, et si tu ne mérites pas la Super League, tu la mérites, mais maintenant, il faut que certains joueurs montrent que cette valeur-là, ils sont capables de donner de la continuité. On reviendra tout à l'heure, hein, Pierluigi Tami, sur l'importance de l'entraîneur dans une équipe comme ça, vous qui avez été beaucoup au contact des jeunes. Mais avant ça, un mot quand même sur le futur adversaire, Loïc, de Neuchâtel Xamax. Ce sera Young Boys, ce ne sera pas simple, ce sera du côté du Stade de Suisse. Mais cet après-midi, les Young Boys étaient à la Suisse Sport Arena avec le grand retour de Gerardo Seoane à Lucerne. Exactement, un grand retour de Gerardo Seoane, avec deux équipes aux dynamiques complètement opposées, avec un Lucerne en plein doute après une défaite 4-0 cette semaine en Europa League et un IB qui a fait 3 sur 3 pour l'instant lors de ses sorties, 3 matchs, 3 victoires. Et on commence tout de suite à la 23e minute avec ce corner et Guillaume Moirot qui vient concrétiser une très nette domination des Bernois. 4e but de la saison pour l'ancien Parisien. Difficile d'exister pour le FCZ dans cette première partie de match. Et quelques minutes plus tard, on retrouve Guillaume Moirot, mais dans une autre situation, cette fois-ci devant sa cage. Il en fallait pas beaucoup plus pour qu'un drame se produise. Guillaume Moirot qui dévie ce ballon au corner. On s'est fait peur côté bernois. 33e minute, cette fois, c'est Sceaux qui parvient à porter le ballon vers l'avant, de la verticalité. Et c'est Sulejmani qui, c'est une première fois, qui va retrouver Sceaux, justement, qu'il n'y parvient pas, un tout petit peu trop court, Sceaux, pour venir doubler la marque. Et cette fois-ci, voilà, on revoit cette action avec le bon décalage pour Sulejmani qui tente sa chance sur une frappe croisée, qui tente de remiser pour Sceaux, mais la très bonne intervention de la défense lucernoise. On passe cette fois-ci à la 65e minute de jeu et on va en reparler bien sûr de cette faute avec Eleke qui centre, Vutriche qui se retourne pour contrer, l'arbitre siffle penalty. Sébastien Pache, est-ce qu'on peut siffler penalty là-dessus ? On peut siffler penalty, mais moi je ne sifflerai pas penalty. Voilà la seule réponse que je peux donner. C'est une main dans les 16 mètres, donc sur le fond on peut dire, mais est-ce qu'il y a une volonté de la part du défenseur ? Pour moi non, et la main est au corps. Pour moi il n'y a pas de penalty sur cette scène-là. On l'a vu, Schurf qui a transformé ce penalty. On repart à la 72e minute, cette fois c'est Ngamaleu, très puissant, très efficace sur son couloir droit qui s'en va défier Salvi très tranquillement. Et c'est 3-1 pour IB. Ngamaleu très en vue lors de cette partie, très bien lancée par Sio, 2e but du Camerounais cette saison. Et on passe cette fois-ci à la 76e minute. De nouveau, penalty, c'est un corner qui vient depuis la gauche et Leke qui dévie un tout petit peu et cette fois-ci c'est Schurf qui fait la main. Christian, main ou pas? Non, cohérence dans les décisions. Oui, il y a main mais pas de penalty. Donc il n'y a aucune intention de la part d'aucun des deux défenseurs de faire une faute de main dans cette situation. Donc le règlement est clair, il n'y a pas de penalty dans ce genre de scène. Et en toute fin de match, c'est Gvilia qui vient réduire la marque. 3-2, défaite 3-2 de Lucerne. On s'est tout de même fait peur pour IB. À noter que c'est les 2 premiers buts encaissés par IB cette saison. À propos du Young Boys, Pierluigi Tami, votre nom avait circulé lorsque Adi Hutter avait quitté le club. Vous avez été en contact avec le club de la capitale ? Oui, il y avait eu quelques contacts, et puis ça n'a pas fonctionné. Moi, je pense que IB, c'est quand même, je l'ai dit, c'est encore le favori numéro 1 parce qu'ils ont très peu changé. Ils sont techniquement et physiquement plus forts que les autres. Et je pense que vraiment cette année, on va revoir un petit peu la dynamique de l'année passée où IB fait son chemin pour le titre et puis tout le reste pour garder sa place en Super League. Je pense qu'il y a quelques équipes qui peuvent penser à la 2e place quand même, à réussir à dépasser Bâle. Ça, je pense que c'est faisable. Vous avez cité Sion déjà, est-ce que vous pensez à quelqu'un d'autre ? Bon, Sion, c'est un. Après, je pense que Zurich, quand même, aussi, ils ont la force pour rester là tout en haut. Et puis, voilà, les autres équipes, peut-être, en ce moment-là, j'ai dit de Getse que c'est vraiment une grande difficulté, mais aussi Lucerne et aussi peut-être Xamax. Après ces 2 défaites, il faut voir tout de suite quelle est la réaction de cette équipe. Ouais, Lucerne, on va voir. On a vu donc que cette défaite, on a appris à l'interview. Mike Perez, plutôt, a attendu son micro après le coup de sifflet final de cette rencontre avec Guillaume Moirot. On écoute sa réaction.
Guillaume Moirot, ça a été un match étrange. Vous sembliez en contrôle et tout d'un coup, vous avez laissé Lucerne revenir dans le match. Ouais, je pense que pour les téléspectateurs et pour les supporters, c'est un très beau match. C'est vrai qu'on a fait le plus dur. On aurait pu tuer le match plus tôt en première mi-temps, on ne l'a pas fait. Donc on savait que c'était une équipe qui était un peu plus fatiguée que nous parce qu'ils ont joué il y a 3 jours. Mais voilà, ils n'ont pas lâché, ils sont à domicile. Donc ça a été dur jusqu'à la fin, mais c'est bien. Ça fait du bien aussi de gagner des matchs dans la douleur. Et voilà, on essaie de garder un maximum d'humilité parce que c'est vrai que ça peut paraître facile de temps en temps, mais ça ne l'est pas. On fait beaucoup d'efforts, on fournit beaucoup d'efforts et ce soir, encore une fois, l'équipe a été récompensée. C'est le genre de match qu'il vous faut justement dans l'optique du barrage de la Ligue des Champions. C'est dans 10 jours, mais c'est quand même déjà présent dans la tête. Oui, c'est clair que c'est l'objectif principal, enfin celui qui arrive bientôt. Et c'est vrai qu'il faut l'avoir en tête, mais sans faire toute une montagne. On aura le temps de préparer ce match-là. Il nous reste encore un match de coupe la semaine prochaine. Donc on s'en approche petit à petit et on est excité en tout cas. La motivation, elle est là. C'est vrai qu'on a emmagasiné un maximum de confiance avec le championnat la saison dernière. 4 matchs, on prend 12 points. Donc oui, on est dans un beau contexte pour préparer ce match-là. Mais non, après, ça c'est la Ligue des Champions. Donc on sera motivé, on va y aller avec le couteau entre les dents. Merci et bravo encore. Merci. Pierluigi Tami, vous avez rencontré IB 3 fois la saison passée avec Lugano pour 3 défaites. Comment est-ce qu'on peut réussir à bousculer ces Young Boys si séduisants? J'ai dit c'est vraiment très difficile. On avait fait aussi des bons matchs du point de vue du jeu, mais je me rappelle à Berne, première corner, comme vous avez vu aujourd'hui, tu lances la balle dans la surface de réparation, n'importe comme tu défends, à zone, à homme, c'est égal. Lui, il monte, il marque, et voilà. Et puis, quand tu marques le 1-0, c'est toujours difficile parce que IB, ils ont un grand potentiel offensif, mais ils sont très solides défensifs. Et comme je dis souvent, les attaquants ils te font gagner les matchs, mais la défense te fait gagner des titres. Et là, IB, ils sont très forts aussi défensivement. Pas seulement la défense, mais le système défensif. Tout le monde travaille dans ce système défensif. C'est vraiment difficile de revenir. Et normalement, IB marque comme premier beaucoup de fois sur balles arrêtées. Et là, c'est vraiment très difficile. Un mot peut-être quand même au sujet du FC Lucerne qui fait un mauvais début de saison et qui s'est fait vraiment sortir, gifler du tour de qualification d'Europa League. Est-ce que finalement le plus gros départ, la plus grosse perte de Lucerne, c'est justement Gerardo Seoane? Sébastien, Pierluigi? Mais non, je ne pense pas. Je pense que Lucerne a eu des problèmes. Il manque quand même quelques... Juric, il est plus revenu après le championnat du monde. Il a quelques joueurs, mais c'est vrai qu'on a vu Lucerne, notamment quand il a joué le match international contre Olympiakos, les limites de cette équipe. Et quand tu joues sur le terrain international, que tu rencontres des équipes très fortes physiquement, il ne faut pas la mettre sur le physique, il faut la mettre sur le jeu de foot. Et là, ils ont eu la peine. Actuellement, Lucerne a la peine vraiment sur le plan du jeu à donner de la continuité. L'année passée, Lucerne, c'était une équipe qui est sur les ailes de l'enthousiasme parce que moi, je me rappelle, on a perdu contre Lucerne. Ils ont tiré 2 fois au but. Ils ont marqué 2 buts. Schürf, il pouvait regarder le but tiré, c'était but. Tout ça fonctionnait bien. Mais c'était vraiment, je ne dis pas seulement chanceux, mais il y avait une bonne partie d'euphorie dans ce moment-là. Maintenant, pour René Weiler, il faut retrouver cette sérénité que pour le moment, tu vois dans les joueurs, il n'y a pas. Ouais, là aussi, on n'oublie pas qu'on est qu'à la 4e journée de championnat. Une autre rencontre se disputait cet après-midi, Loïc. Ça se passait au Letzigrund où Zurich recevait Saint-Gall. Oui, exactement. C'était le choc au sommet de cette 4e journée avec l'opposition entre le 4e et le 3e au classement. Et pour cette entame de match, on a vu une très nette domination zurichoise. Une domination qui va se matérialiser, s'illustrer à
la 15e minute avec cette frappe en pivot de Marquezano qui vient flirter avec le poteau droit de Stojanovic. Très beau geste technique, on voit toute l'aisance pour venir enrouler cette frappe du pied gauche, mais on en reste à 0-0. La réponse de Saint-Gall arrivera à la 46e minute avec cette tentative de lob de Sierro, audacieux en tout cas, après un très bon pivot. Par contre, Brecher est à son affaire et permet de maintenir un score vierge. 52e minute, cette fois-ci, c'est Cédric Itten qui va s'illustrer encore de loin avec cette très belle frappe, un peu axiale, bien tendue, coup de pied, on en voit un très bon équilibre, une frappe difficile à contrer, mais on en reste toujours à 0-0. Puis vient la 59e minute avec cette fois-ci un débordement depuis la droite, un centre dévié et ce rebond, il en fallait pas beaucoup plus pour tromper Brecher et Sierro qui finalement n'arrive pas à ouvrir le score. On revoit, voici le très bon sauvetage encore de Neff et 60e minute, un tout petit peu plus tard, presque dans l'enchaînement. Cette fois-ci, c'est Itten qui loupe son face-à-face. Vraiment un match cadenassé, honneur aux défenses en tout cas dans cette partie. C'est le premier match nul de cette saison. Seulement... Voilà, exactement. On revoit encore cette action. Voilà un match un petit peu frustrant, hein, Sébastien Pache. Le premier match nul de la saison, mais ma foi, un match cadenassé. Et la fatigue, la chaleur n'a pas débloqué cette partie. Pas complètement débloqué, mais on a vu quand même un certain nombre d'actions assez intéressantes. On a vu deux équipes qui étaient à peu près de même niveau. Vous m'avez posé la question en direct de savoir comment on voyait la deuxième mi-temps. J'ai dit 50-50. Effectivement, j'ai un petit coup de chance et on arrive à la fin 50-50, c'est-à-dire un point partout. Je pense que personne n'est perdant et personne n'est gagnant dans ce type de match-là. C'est deux équipes qui sont en forme en ce début de saison. Voilà, avec Ludovic Magnin qui vise clairement le haut du classement, l'équipe de Peter Zeidler qui est dans un bon trend. Et voilà, c'est pas surprenant. Pour moi, ce résultat n'est pas surprenant aujourd'hui, avec deux équipes qui se valent, en tout cas qui avaient à peu près le même niveau sur le terrain. Écoutons la réaction de Yanis Taffer à l'issue de cette rencontre au micro de Laurent Antonioli. Yanis, 0-0, un match nul qui est finalement assez logique, je dirais, pour les deux équipes. Oui, surtout qu'avec les conditions aujourd'hui, c'était pas simple, parce qu'il y avait un temps assez chaud. Et puis pour les efforts, etc., c'était assez difficile. Mais après, c'est vrai que dans le jeu, on a su quand même se procurer les occasions les plus nettes, je pense, même si ça s'est bataillé au milieu, etc. Mais en tout cas, au final, ouais, le match nul est logique. C'est votre 6e match en un mois aussi quand même, et il fait chaud. On sent les efforts, par exemple? Oui, c'est sûr, parce qu'au final, les organismes, ils souffrent. Et puis, on doit faire beaucoup d'efforts pendant 90 minutes, donc c'est pas évident. Mais bon, on est content quand même du match qu'on a fait. Après, c'est sûr qu'il faut être un peu plus réaliste. Moi, j'ai une occasion en première mi-temps. C'est vrai que celle-là, normal d'aller au fond. Et puis, on a eu 2-3 encore en deuxième mi-temps, où on est devant le gardien. Bon, après, ça se travaille. Écoute, on n'a pas été réaliste aujourd'hui, mais en tout cas, on va se contenter de ce point, parce qu'à Zurich, c'est jamais facile de prendre les 3 points. Merci Yanis, et bonne suite. Merci. Pierre-Luigi Tami, on a vu peut-être un FC de Zurich qui s'est procuré des occasions, mais est-ce que quelque part, pour faire sauter le verrou saint-gallois, il n'aurait pas fallu prendre peut-être plus de risques? Peut-être oui, mais peut-être aussi que si tu prends plus de risques, à la fin, tu restes avec 0 point. Non, je pense que les deux équipes, ils ont cherché de gagner les matchs. Ce n'est pas un 0-0 sans occasion de but. Il y a eu des occasions de but. Alors, il faut dire que là, c'est plus facile d'accepter des 0-0 quand tu vois que les deux équipes, quand même, ils ont essayé jusqu'à la fin de gagner le match. En tout cas, on notera que c'est le premier 0-0 de cette saison de Super League. C'est normal, hein, il y a beaucoup de buts, il y a des ajustements encore à faire. Des buts, pour en voir, il ne fallait pas arriver en retard cet après-midi du côté du Parc Saint-Jacques, où se déplaçait le FC Sion, puisque vous allez voir que les Rhénans vont ouvrir la marque dès la 45e seconde, avec Zoufi qui peut servir Ayeti. Ayeti qui signe son premier but de la saison, Sébastien. Oui, effectivement, il se retrouve en bonne posture, tout seul, sans opposition, à peu près à 15 mètres du but, qui met un bon tir croisé. Au-delà de ça, ce qu'il faut dire ici sur cette action, c'est effectivement que Sion était vraisemblablement encore dans le vestiaire à ce moment-là. En tout cas, ils ont perdu complètement la notion de défense à ce moment-là. On se retrouve à présent à la 28e minute avec Widmer qui se retrouve esselé sur le flanc droit. Il est servi par ce long ballon de Balanta et il peut passer Widmer à Fabian Frey pour le 2-0.
Un manque d'anticipation de la défense de Sion, mais alors de l'autre côté, effectivement pas de hors-jeu, on voit il est coupé tout au fond de l'écran, mais d'un autre côté c'est bien joué de la part du FC Bâle, voilà, et il faut reconnaître que cette action est bien pensée. Et en fin de première période, c'est le jeune Roberts Uldrikis qui va permettre à Sion de réduire la marque sur le centre d'Abdelawi. Il y a cette faute quand même que vous avez soulevée, Sébastien. Oui, la difficulté ici, effectivement, c'est pour l'arbitre qui contrôle effectivement le duel à gauche, et il est en train de le regarder, il ne voit pas ce qui se passe au centre. Effectivement, il y a un duel et il y a potentiellement un retenir de la part de l'attaquant qui aurait dû être sifflé ou pu être sifflé si l'arbitre avait vu. Et je pense qu'ici, il ne l'a simplement pas vu, malheureusement. Après la pause, on retrouve le même duo du premier but sur l'égalisation avec le changement de côté de Kazami. Abdelawi qui peut déposer le ballon sur la tête d'Uldrikis pour le 2-2. Très belle réaction du FC Sion et vraiment très belle action construite avec un changement de jeu et un centre au deuxième poteau. Ok, la défense de Bâle est un petit peu passive, mais elle la met bien au fond. Et Sion qui peut avoir des regrets. Les Valaisans auraient pu prendre une longueur d'avance 3 minutes plus tard seulement avec ce même attaquant letton. C'est encore une fois Omlin qui sauve la baraque. Omlin, à chaque match, il vous fait des points et là, il en fait encore. Hein. Donc voilà, c'est un miracle. C'est le tournant du match. C'est le tournant du match, c'est un miracle du gardien. Une fois de plus, ça sauve de nouveau Bâle. Voilà, c'est un petit peu de chance aussi. Il en faut, mais voilà, un gardien qui est en confiance a de la chance, il le prouve. Ils y croyaient, les Valaisans, et pourtant c'est le FC Bâle qui va reprendre l'avantage avec le centre de Widmer. C'est le malheureux Knightske qui trompe son propre gardien pour le 3-2. Centre première intention de Widmer, bien joué, qui met vraiment hors de position, légèrement hors de position. Knightske qui fait ce qu'il doit faire, mais enfin malheureusement là la malchance est du côté de Sion, à contrario du FC Bâle. Et une grosse opportunité pour Bâle encore à la 80e avec le 1 contre 1 entre Oberlin et Fickencher qui fait le bon sauvetage. Oui, bien joué de la part du gardien. Effectivement, ici on arrive dans la fin du match où un FC Sion qui prend des risques et qui se découvre légèrement en défense et qui laisse un certain nombre d'occasions au FC Bâle. Sion qui s'est battu jusqu'au bout à la 81e. On retrouve Kazami qui va tenter sa chance. Malheureusement, il manque quelques centimètres. Il manque quelques centimètres et c'est de nouveau, une fois de plus, l'arrêt de Omlin qui est de nouveau bien présent. Est-ce que ça rentrait ou pas? C'est telle la question. Mais enfin, il est vraiment un gardien vraiment de grande classe. En tout cas, on voit qu'il a, depuis qu'il était transféré, déjà, il était très bon au FC Lucerne, mais il a encore monté d'un niveau depuis qu'il joue au FC Bâle. C'est une révélation, littéralement, de ses débuts de saison. Une réaction valaisanne à l'issue de cette rencontre recueillie par Daniel Romano. On écoute le capitaine et gardien Kevin Fickencher. Kevin Fickencher, c'est une défaite cruelle. Quel est votre sentiment? Oui, cruelle, c'est clair qu'on espérait un petit peu plus. Mais c'est vrai que d'un côté, on n'a pas fait un très bon match. Mais je pense que le minimum, le match nul aurait été, je pense, plus ou moins mérité. Vous avez fait le plus dur, vous êtes revenu dans le match. Et puis ensuite, il y a ce coup du sort. C'est rageant. Oui, c'est clair. À 2-0, on n'a pas lâché, même si on a très mal débuté la première mi-temps. Je pense qu'on se but juste avant la mi-temps nous fait du bien. Et encore, on renclenche la machine droit derrière en mettant un 2-2. Et derrière, on a encore une très grosse occasion pour le 3-2. Donc c'est dommage. Et oui, après, il y a ce coup du sort c'est des choses malheureusement qui arrivent. Et ça nous met un petit coup derrière la tête, c'est vrai. Qu'est-ce que vous gardez de positif de ce match? Je pense qu'on s'est battu jusqu'au bout. On a essayé de ramener quelque chose d'ici. C'est vrai qu'il y aura des choses à corriger. On n'a pas été très bon dans beaucoup de domaines, mais ça sera des choses à corriger pour les prochains matchs. Et voilà, je pense qu'il faut retenir l'état d'esprit aujourd'hui. Merci beaucoup. Pierre-Louis Duthamy, une belle performance du FC Sion, beaucoup de positifs à en retirer. C'est le bon état d'esprit, ce que dit finalement Kevin Fickencher. Il faut garder ça et puis pas du tout paniquer aujourd'hui. Non, absolument pas. Moi, je pense que il y a deux choses. Sion, d'un côté, cet attaquant-là, que je ne sais pas où il arrive. Uldrikis, Robert Uldrikis, letton. Il a fait 2 buts extraordinaires. Moi, je ne suis pas d'accord. Premier but, le défenseur aussi, il a le contact, il se libère très bien du défenseur. Il marque un très joli but. Le deuxième, encore plus beau. Il fait la fin d'attaquer premier poteau, il se détache deuxième poteau. La troisième occasion, c'est super ce qu'il fait. Après, c'est Omlin qui fait un arrêt extraordinaire. Vraiment, Sion a trouvé un attaquant extraordinaire.
avec Kazam et Girčić et les autres, je pense que Maurizio, il peut faire un très bon travail. Alors justement, il réclame Maurizio Jacobacci depuis plusieurs semaines déjà l'arrivée d'un attaquant d'expérience. Est-ce que finalement, quand on a, vous le dites, des Girčić, des Kazami derrière, des hommes qui ont plus d'expérience, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir quelqu'un sur la ligne offensive qui ait forcément de l'expérience, ou alors des JT ou des Uldrikis qui ont 19 ans de moyenne d'âge, ça peut être très bien aussi? Alors, c'est Maurizio, peut-être qu'il sait plus qu'est-ce qu'il a besoin si haut, mais je pense que quand les choses ça fonctionne, des fois, l'arrivée de quelqu'un peut casser des équilibres. Ce que j'ai vu dans les derniers matchs de Sion, c'était quelque chose de bien, d'important, qui peut progresser encore. Et l'attaquant que je veux aujourd'hui, c'est la classe. C'est difficile à mettre dehors, un attaquant comme ça. Après, peut-être que sur la continuité, sur un championnat, tu as besoin peut-être quelque chose de plus, parce que, comme je disais tout à l'heure, la continuité de ses performances, il faut voir s'il est capable de le faire. Alors justement, est-ce qu'on peut être capable d'aller au bout avec peut-être cette fougue, avec ce trio jeune? Il y a également Philippe qui a été très en vue, qui a marqué lors du précédent match. Vous connaissez très bien la formation, la jeunesse. Est-ce qu'on peut aller au bout avec une équipe aussi jeune? Moi, j'ai vécu une belle expérience à Grasshoppers, par exemple. Quand je suis arrivé, on devait se sauver. On s'est sauvé. Et l'année après, avec les mêmes joueurs, mais avec l'introduction d'un joueur comme Tarachai, Shani Tarachai, on avait le trio Caio, Dabour, Ravé, avec Tarachai en position 10. On avait trouvé nos équilibres. Et on était deuxième du classement au mois de décembre. Et après, bon, ils sont partis quelques joueurs. Là, on a trouvé des difficultés. Mais des fois, quand tu trouves un équilibre, il faut le garder. C'est tellement difficile de trouver les équilibres. Quand tu les as, après, il faut continuer aussi. Et les jeunes joueurs, quand ils sont trop... La concurrence, c'est bien. D'un côté, c'est bien d'avoir une concurrence interne. Il faut la concurrence interne. Mais il faut justement les justes limites, parce que trop de concurrence, pour certains joueurs, tu vois que c'est une limite. Après, c'est la valeur du joueur. Ça souffle avec le temps? Ouais. Au fil de la saison, on perd de l'intensité? Bon, tu perds de l'intensité si tu es un joueur qui manque de personnalité. Si tu es un grand joueur, tu peux avoir un moment difficile, mais après, tu reviens. Là, tu vois aussi les valeurs des joueurs, comment ils réagissent dans les situations difficiles, comment ils réagissent quand tout c'est facile, parce que moi, j'ai vécu aussi des expériences où tout ça fonctionnait bien, et les joueurs, tout de suite, on se croit qu'on est arrivé, on se remet plus en discussion, et après, là, c'est aussi, il a à faire aussi avec les valeurs des joueurs. Être capable de se remettre tout le temps en discussion. Une question quand même, Pierluigi Tami, au sujet du FC Bâle. Est-ce que vous pensez que le règne du grand FC Bâle est maintenant terminé avec cette élimination du tour de qualification de la Champions League, qui nous fait nous rendre inquiets, bien sûr, sur l'indice UEFA de la Suisse, et puis sur ce début de saison qui n'est pas flamboyant? Non, ce n'est pas terminé. Ils vont encore revenir, Bâle. Peut-être pas cette année, mais ils vont encore revenir. Peut-être aussi certains éléments, parce qu'on a toujours parlé du manque d'expérience de Raphaël Vicky. Pour moi, ce n'était pas un problème de manque de Raphaël Vicky, c'était un manque d'expérience de la nouvelle société qui s'est installée à Bâle. Ce n'était pas seulement Rafi qui devait avoir cette responsabilité. Il y avait des erreurs, mais maintenant, gentiment, j'ai vu déjà aujourd'hui 2 joueurs qu'au début de la saison, comme Sylvain Wittmer, qu'il a marqué, il a donné l'assist pour Fabian Frey. Et le 3e but, c'est presque lui qui le marque, parce que ce centre à rater, à voler, rater qu'il fait, c'est extraordinaire. Sylvain Wittmer qui va gentiment faire oublier le départ de Mickey Lang. Et un autre joueur que, voilà, maintenant Ballant, il est rentré. Il a retrouvé sa place et on a pu mettre Fabian Frey à son poste. Et Fabian Frey, aujourd'hui, il marque un but dans les 16 mètres. Dimanche passé, il a marqué un but dans les 16 mètres. Un joueur, pour moi, extraordinaire à lire le temps d'attaquer la surface de réparation. Je ne suis pas surpris de voir les buts qu'il marque à Fabian Frey. Et Bâle, il a retrouvé encore un joueur que le début de saison, Fabian, là derrière, il
il a eu la peine. On ne peut pas en dire autant, vous serez d'accord, de Valentin Stocker. Mais on y revient dans un instant. On fait d'abord le bilan complet des résultats de cette 4e journée de Super League avec vous, Loïc, et puis le classement mis à jour, évidemment. Oui, exactement. On va tout de suite se plonger dans le tableau de cette 4e journée avec, on l'a vu, la défaite de Neuchâtel Xamax. Lourde défaite face à Thun à domicile à la Maladière. Lugano et Grasshopper qui se séparent sur un nul 2-2. Le FC Bâle qui s'impose face à Sion 3-2 grâce à un tragique, on pourrait le dire, autogol. Le FC Lucerne qui se fait battre par Young Boys à domicile est le premier 0-0 de la saison entre Zurich et le FC Saint-Gall. On passe tout de suite au classement avec Young Boys, toujours leader avec 12 points. Ensuite se tiennent le FC Bâle, Saint-Gall et Zurich avec 7 points. À 6 points, on retrouve Sion et Thun. 4 points, Lugano, Neuchâtel Xamax. Le FC Lucerne à 3 points. Et Grasshopper qui, avec ce match nul arraché dans les dernières minutes, marque son premier point de la saison. Merci beaucoup, Loïc. On va discuter un petit peu avec vous, Pierluigi Tami, et profiter de votre présence. D'abord, Sébastien Pache, je voudrais vous entendre. Vous qui vous êtes côtoyé sur les terrains, c'était quel genre d'entraîneur, Pierluigi Tami, à vos yeux? C'est à moi de répondre. Non, oui. je rigole. Non, effectivement, pour moi, Pierluigi Tami, j'ai toujours eu une forme vraiment un respect par rapport à sa vision du football. C'est-à-dire que c'est un entraîneur qui, comme tous les entraîneurs, réagissent. Ça fait partie du football et un arbitre doit l'accepter. Mais il y a des entraîneurs qui réagissent plus que d'autres. C'est-à-dire que, en tout cas, moi, j'estimais que lorsque Pierluigi Tami réagissait ou surréagissait, ça dépend un petit peu des situations, il y avait une raison derrière. Bonne ou mauvaise, mais souvent une bonne raison. C'est-à-dire qu'il y a toujours justifié à discuter, mais en tout cas, il fallait aller regarder les images pour avoir un deuxième avis. Et donc ça, c'était une forme de respect, ce que certains arbitres, en tout cas, n'ont pas par rapport à d'autres entraîneurs qui sont toujours un tout petit peu dans la rhétorique argumentaire, vous avez faux et j'ai raison. Donc c'était une relation pour moi courtoise, voilà, avec une forme vraiment du respect. Et je pense que c'était, j'espère en tout cas que c'était réciproque, mais en tout cas, c'était de mon côté. Un entraîneur de bonne foi, donc, ce qui est assez rare. Un entraîneur est par nature un tout petit peu subjectif, mais c'est normal, puisque c'est l'entraîneur d'une équipe qui doit gagner. Mais vous pouvez être un peu subjectif et honnête, et donc simplement c'était le cas pour moi. Pierluigi Tami, vous avez été élu entraîneur de l'année 2 fois. C'est quoi pour vous un bon entraîneur? Bonne question. Un bon entraîneur, c'est un entraîneur qui gagne quand il a une équipe forte et qui perd quand il a une équipe faible, parce que tu ne peux pas faire des miracles. Mais si tu gagnes déjà quand tu as une équipe forte, ça veut dire que tu es un bon entraîneur. Mais ça veut dire que vous minimisez vraiment le rôle de l'entraîneur? Non, je ne veux pas minimiser, parce que moi, j'estime qu'en Suisse, on a la catégorie des entraîneurs, on a vraiment une très bonne formation en Suisse. Nous, en général, on sous-estime les entraîneurs suisses. On donne plus s'ils arrivent ailleurs, s'il arrive un entraîneur alémanique, s'il arrive un entraîneur de notre pays, tout de suite on a un œil de regard. Mais moi je pense que le football suisse a progressé, c'est pas par hasard, c'est parce qu'il y a des bons entraîneurs. Tout d'abord dans la formation, dans tous les clubs, dans tous les petits. Il y a des entraîneurs ils se sont occupés, qui ont suivi une philosophie de jeu de la SF. Et je rappelle toujours Hans-Rudi Hasler qui a mis en place ce projet de l'ASF avec la philosophie de jeu. Et là, le football a progressé, mais moi, j'estime que le football suisse a beaucoup progressé grâce aux entraîneurs suisses. Vous dites du football suisse que c'est une ligue vraiment difficile. Comment vous l'expliquez ? Je l'explique parce que quand ils arrivent, les étrangers, ils voient les difficultés qu'ils ont à s'installer. Je l'explique parce que quand les entraîneurs suisses ils vont à l'étranger, ils font bien, ils font des résultats. Et je l'explique parce que quand même, on a si je dois faire une comparaison avec la formation des entraîneurs suisses, qu'est-ce qu'on demande à un entraîneur suisse pour devenir entraîneur? C'est beaucoup de théorie, mais de pratique aussi. Il faut avoir du temps pour devenir entraîneur. Tu ne deviens pas entraîneur un jour le lendemain. Ce que dans d'autres pays, ce n'est pas toujours le cas. Vous connaissez bien l'encadrement, la formation à l'échelon national. Justement, qu'est-ce qui fait la touche de ce Swiss Made? C'est ce côté théorique, ce Swiss Made chez les entraîneurs? Alors, il faut dire qu'on a fait des grands progrès dans les années passées. Maintenant, il faut peut-être se remettre en question parce que, aussi avec les équipes nationales des juniors,
on doit commencer à gagner quelque chose encore, parce qu'on a fait des titres moins 17, championnat d'Europe, championnat du monde, avec notamment les moins 21 ans, vice-champion d'Europe. On s'est qualifié après 80 ans encore aux Jeux Olympiques, mais il faut donner continuité. Parce qu'on a fait beaucoup de choses, on a travaillé beaucoup, mais les autres pays aussi, ils travaillent beaucoup. Et maintenant, c'est le moment aussi de faire encore quelque chose, de retrouver encore de l'enthousiasme, de retrouver encore quelques résultats. C'est très important que notre équipe nationale fait un résultat important, que nos sélections juniors font des résultats importants, parce qu'on le voit sur le plan international, au niveau des clubs, ça devient justement, c'est problématique difficile. Des clubs suisses qui ne sont pas performants sur la scène européenne. Ils ne sont pas performants. Quand un jeune joueur suisse fait bien 6 mois, il part à l'étranger. Comment tu peux donner continuité? Ce n'est pas faute des clubs suisses. C'est la réalité. On a des budgets qu'on ne peut pas se comparer les autres. Et je comprends aussi un jeune joueur qu'après 6 mois, on avait eu le cas, je parlais tout à l'heure de Shani Tarashai. Il a joué titulaire 6 mois à Grasshopper, il est parti à Everton pour un chiffre qu'on ne peut pas se permettre en Suisse. Et vous, Pierluigi Tamil, l'étranger, ça vous intéresse ? Ça devient de plus en plus quelque chose que j'aimerais essayer, c'est vrai, parce que j'ai tout essayé, j'ai commencé avec les jeunes, j'ai fait toutes les étapes, j'ai fait les sélections. Les moins 21 ans, la sélection moins 21 ans, c'est déjà des pros parce que c'est déjà, je me rappelle, cette sélection moins 21 ans, il y avait Jan Sommer, il y avait Shakir, il y avait Stocker, il y avait Fabien Frey. C'était déjà des pros dans leur club. Les moins 21 ans, aujourd'hui, c'est une équipe pro. Et où est-ce que vous aimeriez aller ? Comment ? Où est-ce que vous aimeriez aller ? Est-ce que vous avez des pistes déjà, des envies ? Bon, moi, je dois dire que le football allemand, ça me plaît beaucoup. C'est quelque chose que l'enthousiasme qu'il y a en Allemagne, c'est quelque chose que ça me plaît beaucoup. Mais c'est vrai que comme Tessinois, il y a un œil sur l'Italie, je le regarde toujours. Ah, intéressant. Vous avez des contacts ? J'avais eu des contacts en Série B. C'est un championnat très, très difficile, pas spectaculaire du tout. En Italie, il faut savoir que le résultat, c'est la chose la plus importante. Et je me rappelle, quand j'avais fait une visite à la Juventus, j'étais frappé parce que j'avais vu aussi la première équipe, j'avais vu les juniors. Il y avait une équipe de la Juventus de 12 ans. Et sur le maillot, derrière, il y avait la phrase de Boniperti, que la Juventus... si je me rappelle bien, à la Juventus, ce n'est pas important gagner. C'est la seule chose qui compte. Déjà, avec l'équipe sur le maillot des joueurs de 12 ans, le stress, la pression, c'est vraiment quelque chose d'autre. C'est votre philosophie à vous aussi. Ce qui compte, c'est l'équipe et pas le résultat. C'est compliqué pour un entraîneur de dire ça. Hein? Non, c'est compliqué, mais je pense qu'on a une tâche d'essayer quand même d'arriver au résultat avec le bon jeu, avec un jeu attractif. Je pense que c'est plus facile de faire des résultats quand les joueurs s'amusent à proposer leur jeu, à ne pas donner trop de consignes. C'est clair, aujourd'hui, le football, il faut attaquer et défendre à 11. On n'a plus le centre avant qu'il fait l'attaquant et qui reste là-bas, ou les défenseurs qui pensent à défendre. Le football moderne, c'est quelque chose d'autre. Mais je pense que c'est quand même quelque chose de faisable de rejoindre les résultats avec le bon jeu. Trouver également du plaisir tout en étant professionnel. C'est le cas pour certains arbitres depuis le début de l'année, puisque l'arbitrage suisse a connu une petite révolution avec désormais 7 directeurs de jeu semi-professionnels. La Swiss Football League a passé un palier. Parmi eux, un roman. Il s'agit de Lionel Tchoudi, qui arbitrait justement hier la rencontre entre Lugano et Grasshopper. Le Neuchâtelois de 29 ans est un grand espoir de l'arbitrage helvétique. Sébastien Clément l'a suivi le week-end dernier lors du match de Lausanne, découverte de son quotidien d'arbitre. Back. Play. Je m'appelle Lionel Tchoudi, j'ai 29 ans, je suis arbitre international depuis le début de l'année 2018. Je crois que j'ai toujours aimé de décider.
C'est clair que si on n'arrive pas à décider, on ne peut pas être un bon arbitre parce que le travail numéro 1 de l'arbitre, c'est décider. Mais il faut après aussi apprendre à bien décider. Ça, c'est un deuxième passage. Et le troisième passage aussi, c'est aussi apprendre à prendre de mauvaises décisions. Et ça, c'était le côté, je dirais, l'apprentissage le plus compliqué dans ma carrière, d'accepter de faire des erreurs. Maintenant, je dirais, je les accepte pas mieux, mais ça me pousse toujours aussi à m'améliorer, à m'entraîner plus pour éviter dans le futur de recommettre ces mêmes erreurs. J'ai moins de 20 matchs en Super League. Je n'ai pas encore eu la chance de faire des matchs en jeu avec 2 équipes de Super League. Donc c'est clair que c'est d'abord emmagasiner beaucoup d'expérience en Super League pour aussi être préparé au niveau international quand je fais des sorties internationales, en faisant des matchs de qualification d'Europa League. Puis après, peut-être des phases de groupe. Et puis après, qui sait, peut-être la Ligue des Champions. Mais c'est clair que c'est un long chemin. Je ne mets pas une pression, parce que la pression, je dirais, en tant qu'arbitre, on en a déjà assez tous les week-ends. Donc il faut éviter aussi de se mettre à chaque fois des pressions supplémentaires. J'ai une préparation de match toujours 1 ou 2 jours avant le match, où j'ai les informations des équipes, tactiques aussi. Et après, la deuxième partie, c'est toujours ce que j'attends au niveau de la collaboration, de la communication durant le match avec mes assistants, avec mon 4e officiel, pour pouvoir justement être prêt pour le match. Et ici, un jour qui tombe par terre, dans ta zone de compétence, je veux entendre quelque chose. Je préfère que tu me dises « I don't know » que « foul, foul, foul » alors que c'est pas clair. Durant 90 minutes, on travaille comme une équipe, il faut que chacun aide l'autre et qu'on doit vraiment amener à une cohésion d'équipe avant. Ok les gars, let's go! La première, tu te calmes. Be careful with the hands, ok? Photo official is looking, hein? Okay, so? No, 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 so, like this, ok? Non, 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 non. Calme, calme. Attends, Antoine, viens ici maintenant. Je dirais, peu importe le niveau dans lequel on arbitre, tous les matchs ont quelque chose qui peuvent nous apporter au niveau de notre expérience. Je veux dire, toutes les situations de jeu sont à chaque fois différentes, avec des managements aussi, avec des joueurs différents. C'est déjà une fierté d'être arrivé à ce niveau-là, d'être parmi les 7 premiers arbitres semi-professionnels à mon âge. C'est une fierté. J'espère qu'à travers mon ascension, j'espère amener d'autres romans à ce niveau-là, parce que c'est clair que c'est une expérience fantastique. Et puis maintenant, avec les conditions qu'on a, c'est vraiment un métier à part entière et avec des possibilités futures. Et notez que la version longue de ce sujet est à retrouver sur notre site internet ou sur notre page Facebook. C'est assez rare, hein, Sébastien Page, de pouvoir avoir accès comme ça à un arbitre, en tout cas à ce qui se dit, à ce qui se fait. Je voudrais vous demander qu'est-ce que ça change pour les arbitres que vous connaissez bien d'être désormais semi-professionnels. Quel est l'avantage maintenant? Ça change absolument tout. Ça change au niveau du temps, de la récupération, de la préparation. En fait, les arbitres actuels, Massimo Busacca, notre ancien numéro 1 qui est maintenant à la tête des arbitres FIFA, avec Pierluigi Collina, disait il faut manger du football. Les arbitres doivent manger du football. Et avant, vous ne pouviez pas le faire parce que vous aviez un métier à 100% à côté. Et donc, c'était simplement pas possible, pas faisable. Un match, c'est 14 km, ça demande de l'intensité, il y a une préparation physique, 5 entraînements par semaine, plus un déplacement durant le week-end à l'autre bout de la Suisse. Ça demande du temps et de la récupération mentale, physique, autant qu'un joueur. Et donc, simplement, ça change tout. Dans cette actualité post-Coupe du Monde, il y a forcément la VAR en termes d'arbitrage. Est-ce qu'en Suisse, ça va être de toute façon une nécessité quand on voit le nombre de situations litigieuses comme ce week-end ? La VAR fait depuis le 1er juillet partie des lois du jeu du football, alors qu'elle ne le faisait pas avant. C'est-à-dire avant, c'était une phase de test. Maintenant, c'est écrit dans les lois. Donc, par définition, oui, pour répondre à votre question, ça sera l'avenir du football, que les gens le veuillent ou non, qu'on trouve ça bien ou pas bien. C'est un avenir. Est-ce que la VAR, exactement selon les critères actuels, les 4 critères où la VAR est utilisée, ça c'est la question. Il pourrait y avoir une adaptation au fil du temps, mais certainement que la Suisse, autant que les autres fédérations, va devoir s'adapter assez rapidement, mais ça demande, bien entendu, de l'argent, bien entendu, des effectifs supplémentaires potentiellement, et former les arbitres à cette VAR, puisque ce n'est pas du jour au lendemain que vous pouvez fonctionner de cette manière. Et c'est en test déjà pour une introduction dans 2 ans. Pierluigi Tami, contre la VAR ? Toujours pour la VAR, parce que
il y a déjà la VAR, parce que quand il y a une situation litigieuse, l'arbitre il ne peut pas l'utiliser, il doit juger. Et moi, 1 minute après, il arrive avec le Natel, il me montre. Bien sûr, c'est clair. Pas pénalité, clair. je veux faire pression à l'arbitre. Non, c'est une aide pour l'arbitre et pour tout le monde. Et je pense qu'on peut plus se séparer. Sans passer. Affaire à suivre, donc, bien sûr. Encore un mot de Challenge League, puisqu'on est très en retard pour vous donner les résultats de cette 4e journée de championnat. Exactement, on ne perd pas de temps. On passe tout de suite au tableau avec Servette qui a été battu par Vaduz cet après-midi. But à la 70e minute de Tadic. Vaduz qui s'impose 1-0. Chiasso qui l'emporte 2-1 sur Chafouz. Ville 2-0 sur Haro. Winterthur et Kriens qui se séparent sur un match nul 1 partout. Et le Lausanne Sport qui s'impose grâce à un but à la toute dernière minute de Maxime Dominguez face à Rapperswil. Au classement, le Lausanne Sport qui est en tête avec 10 points et qui compte 4 points d'avance sur Servette. Et Haro qui reste au fond du classement avec 0 points. Pierre-Luigi Tami, merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Merci à vous. C'est déjà la fin de cette émission. On aurait voulu vous garder plus longtemps avec nous. Il y avait tellement de choses à dire. Il faut que vous écriviez un livre. Sébastien Pache, merci d'avoir été avec des nôtres également ce week-end. On vous retrouve très prochainement sur le plateau de Téléclub. Loïc, bravo pour votre première. On est ravis de vous accueillir. On débriefera. Avec joie. On vous retrouve aussi bientôt. On remercie l'ensemble de l'équipe technique et la rédaction de Téléclub. Et puis vous, bien sûr, d'avoir été avec nous ce dimanche. On vous embrasse, on vous souhaite une très belle semaine et une douce soirée. À très bientôt. Ciao.